RRB, l'invité du matin. Et ce matin sur Radio Rythme Bleu, nous sommes avec le docteur Martine Noël. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes chef du bureau de la veille sanitaire, du contrôle aux frontières et des plans d'urgence à la direction des affaires sanitaires et sociales. La DAS qui est en première ligne depuis le début de la crise sanitaire il y a un an maintenant. Est-ce qu'on peut commencer tout d'abord par rappeler le rôle de la DAS dans ce dispositif ? Alors, la DAS a été au cœur de l'organisation initiale du dispositif, puisque nous avons commencé à faire du contrôle sanitaire à Tontouta dès le 28 janvier 2020. Et nous avons aussi été à l'origine de la mobilisation des différents partenaires. Alors le rôle de la DAS en général au niveau sanitaire, c'est la réglementation, c'est les statistiques sanitaires, c'est aussi les investigations autour des personnes porteuses de certaines maladies, le contrôle sanitaire aux frontières, etc. Il y a aussi la santé environnement, avec l'environnement, etc. Mais dans le dispositif actuellement, nous avons été au cœur de l'organisation au départ, et puis assez rapidement, le gouvernement a décidé de fédérer l'organisation autour de la DSCGR, la direction de la gestion des risques sanitaires. Et nous avons une organisation partagée à l'heure actuelle, et puis il y a nos collègues aussi des hôpitaux qui gèrent la partie hospitalisation. Alors vous le disiez, il y a un rôle autour de l'investigation, autour des maladies, oui. C'est notamment votre rôle oui. À la DAS. Comment ça se passe quand vous avez un malade qui est Covid+, quelles sont les investigations que vous menez? L'idée c'est de rechercher les personnes contacts pour les isoler, c'est la priorité absolue? Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver la chaîne de transmission. Comme c'était une maladie contagieuse, ce qui nous intéresse, c'est à partir d'une personne qui est dépistée positive, on va chercher en amont qui a pu lui donner cette maladie, et aussi en aval de la personne cas positive, à savoir est-ce que cette personne a pu transmettre ce virus à d'autres personnes. Donc c'est toute une chaîne de transmission qui nous intéresse. Tant qu'on retrouve la chaîne de transmission, on est plutôt rassuré, parce que ça veut dire qu'on peut remonter la chaîne de transmission et dépister finalement toutes les sources de contamination, puisque l'objectif c'est de tarir, c'est d'arrêter la chaîne de transmission. Donc, quand on dépiste un nouveau cas positif autour d'un cas positif, on va recommencer ce même dispositif de dépistage et de recherche et d'investigation. Et de proche en proche, comme ça, on essaie de remonter à la source et d'arrêter de fermer le robinet, si vous voulez. Avant le 7 mars dernier, c'était assez simple, si je puis dire. C'est que tous les cas positifs étaient détectés dans le système de quatorzaine qui a été mis en place par le gouvernement. Depuis le 7 mars, là, il a fallu tracer notamment tous les voyageurs en provenance de Wallis, parce qu'il y avait le virus qui circulait et qui a été introduit. Comment se sont passées les investigations? Parce que là, tout d'un coup, il a fallu rechercher un certain nombre de personnes. Comment vous avez mis en place tout ça? Oui, alors là, ça a été vraiment l'alerte rouge. Je dois vous dire que c'était juste après le cyclone, et il y a eu une réunion de crise dès le dimanche à la DAS, parce que là, il y avait des cas en population. Alors ça, c'est autre chose, c'est un autre degré d'urgence que les cas dépistés en quatorzaine, dont on avait pris l'habitude finalement. Et donc, il fallait aller extrêmement rapidement. Donc, on a fait plusieurs équipes, on s'est séparé le travail. Donc, moi, j'ai plutôt suivi l'organisation du dépistage autour des personnes cas positifs. Ça a déjà été un énorme travail. Et j'ai des collègues qui ont donc pris en charge l'organisation du rappel de toutes les voyageurs concernés et leurs propres personnes contacts finalement pour les vols de Wallis qui étaient arrivés depuis. On avait estimé au départ le 25 janvier comme étant la fourchette de sécurité de rappel. Il a fallu donc ça a été un travail extrêmement fastidieux, très difficile, parce que au départ on n'avait pas forcément les listes parfaitement identifiées. Il faut en urgence arriver à contacter des personnes pour lesquelles on n'a pas forcément les bonnes identités, on n'a pas forcément les bons numéros de téléphone. Et donc ça a été très difficile pour mes collègues de faire ce rappel en urgence et de façon précise. Parce que finalement, ce sont entre 650 et 700 personnes qui devaient être contactées. Quelles ont été les difficultés? Parce qu'on se dit que finalement, on devrait retrouver 100% des gens qui arrivent sur le territoire. Il y a des listings. Les difficultés, c'est qu'au départ, on a eu du mal à avoir effectivement les listes réelles.
Voilà. C'est-à-dire que des personnes achètent des billets d'avion pour des tiers, c'est ça en Oui, gros, c'est ça, c'est à peu près ça. Et les noms qui sont... Enfin, les contacts qui sont laissés à les personnes à contacter en cas de besoin, c'est pas forcément les voyageurs, etc., etc. Et puis les numéros de téléphone, vous savez que le numéro de téléphone des portables de Wallis, ça ressemble tout à fait à ceux de Nouvelle-Calédonie. Et donc, quand on appelle, c'est parfois des téléphones qui sont de Wallis, qui répondent pas, etc. Donc, ça a été extrêmement difficile. Et puis, il a fallu contacter des voyageurs et leurs proches. Donc ça a multiplié aussi d'où l'appel à la population et le numéro vert qui a été mis en place parce que... Mais la DAS a mis les moyens pour les retrouver. Il y a eu un gros dispositif de déployer. Oui, on a été aidé par aussi le confinement, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont mises à disposition pour renforcer les équipes en étant libérées de leur travail, entre guillemets. Donc il y a eu un très gros dispositif qui a été mis en place, oui. Mais ça a été très difficile. En urgence, ça a été extrêmement difficile parce que, en fait, on était Covid-free, on avait pris cette habitude d'avoir ce dispositif, ce SAS d'entrée qui permettait de sécuriser les entrées. Et voilà, quoi. On a eu à récupérer. Ça a été une opération en urgence rétrospective qui a été. On a malheureusement eu ce retard d'investigation de plus d'un mois, quoi. Donc ça a été très difficile. Donc là, on est 2 semaines et demie après le début de la crise. On n'est pas encore à 100% des voyageurs identifiés et testés. On approche tout de même les 93% pour les vols les plus à risque, c'est-à-dire ceux après le 20 février. Comment on explique qu'on n'arrive pas à avoir 100% et il y aura toujours un doute au sein de la population? Est-ce qu'on va vraiment arriver à tester 100% des voyageurs? Est-ce qu'ils sont d'ailleurs encore sur le territoire? Alors, un certain nombre de personnes, on a tous les jours, on reçoit des mails ou des appels de personnes en disant que j'étais là, mais je ne suis plus là, je suis reparti à Wallis et depuis j'ai fait un test à Wallis, etc. Donc voilà, on collige un certain nombre d'informations. Mais on baisse pas les bras, hein. On continue jusqu'à ce qu'on ait le maximum d'informations sur ces personnes. Effectivement, on s'est focalisé sur les derniers vols et on a eu raison parce que finalement, nous on avait mis une date de sécurité au 25 janvier et on s'est rendu compte que finalement les risques étaient plus importants concernant les derniers vols. Donc on a pris en rétrospective comme ça à partir des vols les plus récents et c'était une bonne orientation. Quand vous parlez de vos investigations, Martine Noël, vous parlez souvent aussi de l'humain. Oui. Là aussi, il y a eu un côté difficile pour certains à venir se signaler à cause de la stigmatisation de la population et de la communauté wallisienne et futunienne, qui n'est pas la seule concernée finalement par ces vols de retour de Wallis. Oui, tout à fait. Moi, je tiens vraiment toujours à dire un mot sur l'humain. Je me souviens qu'il y a plus d'un an, j'étais venue ici. C'est ma deuxième interview à RRB. La première, c'était au tout début de la crise. Et déjà, j'avais tenu à signaler en fin d'émission qu'on s'en sortirait tous ensemble. Je sais qu'une nouvelle maladie fait peur. Bon, maintenant, les gens en entendent parler tout le temps aux infos, etc. Donc, ils connaissent un peu mieux cette maladie. À l'époque, c'est quelque chose qui faisait extrêmement peur et on avait eu des réactions de violence, de menaces pour les premiers cas positifs qu'on avait trouvés. On avait eu des saccages aussi, des caillassages. Et j'avais déjà dit à l'époque que j'étais persuadée qu'on s'en sortirait, mais tous ensemble. Et on a plus de chances de s'en sortir si la communauté est unie et agit ensemble vis-à-vis du virus et non pas vis-à-vis des malades et non pas vis-à-vis des communautés. Ça, c'est extrêmement important parce que la défiance entre communautés, ça ne peut que faire peur aux personnes qui seraient concernées. Et du coup, évidemment que ces personnes qui sont peut-être positives, elles ont peur qu'on les dépiste positifs, puisqu'il y a une stigmatisation et il y a une mise à l'écart et des menaces vis-à-vis par la société dans laquelle ils vivent. Et donc, ça ne donne pas envie aux personnes d'aller se faire dépister, vous comprenez ? Donc, c'est complètement inefficace que de porter des menaces vis-à-vis des communautés. Si on veut vraiment être efficace, au contraire, il faut les aider. Et il faut leur dire, ne t'inquiète pas, si tu es positif, on va te soigner et on ne va pas menacer ta famille. Ça, c'est super important. Et je suis, un an plus tard, j'en suis à dire exactement la même chose. Et moi, je vous dis ça parce que j'ai l'expérience du VIH. Ça a été comme ça au début concernant le virus du sida. Et on en est toujours à la même... En fait, la société s'en sort s'il y a une faible stigmatisation des personnes concernées. Donc c'est ensemble qu'on s'en sortira.
Vraiment, je trouve ça très important. Moi, j'ai eu l'occasion justement d'interviewer et d'investiguer moi, ma spécialité, c'est de faire l'investigation autour des cas positifs. Et donc, les premières personnes que je suis allée interroger, qui faisaient partie de ces personnes arrivées de Wallis, j'ai senti une grande peur chez ces personnes, et puis des personnes qui étaient complètement désolées. Elles étaient absolument désolées d'être découvertes cas positifs. Alors qu'elles n'y sont pour rien. On leur disait que c'était Covid-free à Wallis, elles y allaient en toute sécurité. C'est ça. Et moi, je leur ai dit, mais vous êtes des victimes, en fait. Vous êtes des victimes de ce qui se passe. Ce n'est pas de votre faute. Je veux dire, elles ont vécu normalement parce qu'on leur a expliqué que c'était Covid-free, vous comprenez ? Et voilà, moi, je pense que garder de l'humain au-delà des chiffres, c'est très important de garder de l'humain dans toute cette histoire. La Nouvelle-Calédonie s'en sortira si on fait bloc tous pour agir pour que les personnes se sentent en sécurité si elles se font dépister. Ça, c'est vraiment important. Le numéro de téléphone 050203 est toujours actif pour ceux qui voudraient se signaler. Il y a une deuxième enquête qui est en cours à la suite de la découverte de nombreux cas sur le fameux vol du 5 mars dernier. 210 passagers, 26 malades, 6 personnes contacts encore dans les hôtels. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît l'origine de la contamination ? Puisque c'est la première fois, c'est inédit, qu'on a autant de cas sur un vol. Oui, alors en fait, c'est effectivement quelque chose d'assez inédit. Auparavant, on avait entre 0 et 2 cas par sortie de quatorzaine. On avait pris un petit peu cette habitude et on a été extrêmement surpris d'avoir d'emblée ces 26 cas. Alors 25 au début, puis ensuite un 26e cas secondaire finalement, un enfant cas secondaire de ses parents. Alors on n'a pas les investigations se poursuivent. D'ailleurs, nous sommes en relation avec le point focal national français et japonais, parce que vous savez qu'il y a toute une organisation de l'OMS qui s'appelle le Règlement sanitaire international. Et chaque pays a un point focal, et ça nous permet d'échanger des informations justement concernant des maladies qui peuvent se transmettre de façon internationale. Donc nous sommes en relation aussi avec le point focal national français et japonais, puisque ça a été la route suivie par les passagers. Moi, personnellement, je pense qu'il y a plusieurs origines. À ce cluster, entre guillemets, parce qu'on sait que il y a eu quand même beaucoup de... Parmi ces 26 personnes, il y a des gens qui sont groupés, en fait. Il y a des familles. Donc, il y a par exemple, il y a des groupes de 4 personnes, de 3 personnes, de 2 personnes, etc. Il y a 10 personnes qui étaient vraiment... qui voyageaient seules. Et en fait, pour un certain nombre de ces cas, eh bien, il y en a... maintenant, on sait qu'il y en a qui se sont très probablement contaminés la veille ou l'avant-veille de prendre leur vol. Donc, oui, puisque le cas test sont PCR, c'est 72 heures avant. C'est ça, le test PCR avant d'embarquer. C'est dans les moins de 72 heures. Le prélèvement, et non pas le résultat, le prélèvement doit être fait dans les moins de 72 heures. Donc, il peut y avoir contamination avant de rentrer dans l'avion. Eh bien oui. Alors, c'est ce qu'on a élucidé pour un certain nombre de personnes de ces 26 cas. En fait, pour à peu près un tiers de ces 26 cas, on a élucidé, si vous voulez, la contamination, mais reste quand même 18 personnes pour lesquelles on est toujours en train de rechercher. Là, on dit que le Paris-Tokyo, concrètement, il est resté un petit peu à l'arrêt sur la piste. Oui, mais j'ai posé des questions à Air France qui m'ont dit que, en fait, quand les personnes, vous savez, il y a des retards de décollage parfois, et donc les gens sont dans l'avion, attendent le décollage, et ils m'ont donc dit que les conditions d'épuration et de renouvellement de l'air à l'intérieur de la cabine, quand on est dans cette zone d'attente, c'est les mêmes conditions qu'en vol. Et vous savez que dans les avions maintenant, il y a quand même des filtres extrêmement... Il y a des filtres et des renouvellements de l'air qui sont quand même très performants. Et les conditions pendant une période d'attente avant le décollage sont les mêmes qu'en vol. Donc c'est pas moins forcément de risque de contamination à ce moment-là. Du coup, moi, je pense que c'est pas forcément ces 2 heures-là. C'est la question que je m'étais posée justement, et je leur ai posé la question. À moins qu'il y ait eu une défaillance, mais bon, là, j'ai pas plus d'informations à ce sujet. Mais on leur a quand même posé la question. Donc a priori, c'est quand même sur le Paris-Tokyo. Sur le Tokyo-Nouméa, il y a eu 6 vols qui se sont retrouvés à Tokyo pour repartir vers la Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Là, les conditions sanitaires, vous êtes clair, ont été respectées par tout le monde ?
Alors, moi, je n'étais pas dans l'avion, d'accord. Certains... Il arrive que des personnes, vous savez, quand le vol est très long, qu'elles se lèvent, qu'elles vont discuter à l'arrière, dans un galet, enfin, vous savez comment ça se passe, hein. J'étais pas sur place pour vérifier que le masque était bien posé. Est-ce qu'ils avaient le masque? Est-ce que le masque était en dessous du nez? Enfin bon, c'est très compliqué, hein. Et ça, il y a une enquête qui doit le déterminer, c'est ça? Eh bien, on a les dires de certains passagers. Voilà. Ça restera par contre... c'est déclaratif, donc il n'y a pas de caméra à bord pour qu'on voit ce qui se passe. Donc ça restera peut-être l'hypothèse si on n'en trouve pas d'autres. Parce que c'est vrai que les Calédoniens se souviennent du protocole qu'on avait mis en place au début, c'est-à-dire avec la distanciation sociale. On en avait beaucoup parlé à l'époque puisque c'était au cœur de l'actualité. Après, on a moins dit que les protocoles avaient changé. Ça a étonné les gens qu'il y ait 210 passagers dans un vol. Aujourd'hui, pour vous, du point de vue de la DAS, 210 passagers dans un vol, c'est safe, entre guillemets. En tout cas, il n'y a pas plus de danger qu'en respectant des distanciations. Alors moi, j'ai toujours pensé que le risque zéro n'existait pas. Et que de toute façon, c'est bien pour ça qu'il y a une quatorzaine à l'arrivée. Hein, parce que si on cumule, une personne se contamine la veille de son départ après avoir fait sa PCR négative, si il se trouve que elle a beaucoup de virus dans ses voies respiratoires pendant le vol. Si elle ne met pas le masque, si, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a une quatorzaine à l'arrivée. Hein. La quatorzaine qui, on le rappelle, est gérée par la DSCGR. Et là, votre enquête a permis de montrer qu'il n'y avait pas eu de manquement au niveau de la quatorzaine et que tout s'était passé selon les protocoles d'ailleurs établis par la DAS au début de la crise. En tout cas, toutes les personnes qui ont respecté cette quatorzaine de façon correcte et qui ont eu un test PCR de sortie négatif sont sortis. Mais... oui, je voulais dire aussi, je réponds à une question parce que les gens se disent, on a vu beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux qui disaient mais moi on m'a pas donné mon résultat de test, je l'ai pas, j'ai le test de sortie. Et ils se sont dit, je me demande même s'il a été fait du coup. Il faut que vous sachiez que maintenant, vu les quantités de tests qui sont demandés par jour au laboratoire, il arrive que pour certaines séries, on fasse du poolage. C'est-à-dire qu'on va mettre tous ces tests ensemble. Et donc, si le résultat est négatif, ça veut dire que l'ensemble de ce qui constitue le pool, chaque personne du pool est négative. D'accord. Voilà. Par contre, si jamais il y avait un positif à l'intérieur, ça veut dire que le pool est positif. Et à ce moment-là, on fait un dépoolage et on refait individuellement chaque test. Donc ça, malheureusement, avec cette technique, on ne peut pas donner à la personne son papier. Oui, mais elle est bien sûre puisqu'elle reçoit un coup de téléphone, elle peut ressortir de la quatorzaine, de toute façon, etc. on ne ferait absolument pas sortir quelqu'un qui est positif, ça c'est certain. Tous les soirs, on est tendu après les résultats, on examine tous les résultats et on n'autorise la sortie que en cas de résultat négatif. Et ce soir d'ailleurs le vol du 10 mars qui va sortir de quatorzaine, on attend évidemment les résultats, on les aura demain matin. Dernière question, Martine Noël, il y a donc ces 26 malades qui sont Medipôle, 6 personnes qui sont encore dans les hôtels, les autres qui sont en auto-isolement à domicile. Là aussi, la DAS surveille les gens de ce vol activement tous les jours. Alors en fait, ces personnes, c'était plus un principe de précaution étant donné pour nous permettre de continuer à faire nos investigations pour voir un peu ce qui avait pu se passer. Mais c'est plus un principe de précaution. On a demandé aux personnes de respecter une semaine supplémentaire et de s'autoconfiner et voilà, et de ne pas se rendre à leur travail, de rester tranquille. Et de se suivre également. Et de s'auto-surveiller. Il est bien évident que si un symptôme survient, à ce moment-là, on fait tout de suite une nouvelle PCR. Donc elles ont reçu des consignes écrites et théoriquement elles doivent faire un test vendredi. D'accord. Merci beaucoup Martine Noël d'avoir été avec nous. Docteur Martine Noël, chef du bureau de la veille sanitaire, du contrôle aux frontières et des plans d'urgence à la DAS.